Fréquence protestante. Anachronique. Alban Guillaumarche. Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Une fois n'est pas coutume, mais nous allons parler d'un amour beaucoup plus contemporain, un amour presque 2.0, puisque l'autrice que je reçois aujourd'hui, dans son premier roman, va donner quelque chose qui pourrait presque vous glacer le sang, une date de péremption connue à vos relations grâce à l'application TimeWise, une machine révolutionnaire qui permet donc, comme je viens de le dire, de dater la fin d'une relation. Salomé Bodino, bonjour, vous êtes l'autrice du Syndrome du cœur brisé, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Alban, merci de me recevoir. Merci. Donc, le syndrome des cœurs brisés, avant d'être un magnifique titre pour votre roman, est aussi une réalité scientifique. Expliquez-nous. Absolument. Figurez-vous que c'est assez troublant ce qui s'est produit autour du syndrome des cœurs brisés parce que jusqu'à récemment, j'étais convaincue que c'était un syndrome qui était assez rare. Et en fait, je me suis rendu compte, notamment avec l'apparition du coronavirus, que c'était un syndrome très fréquent. Tellement que je lisais il y a quelques semaines dans un journal que des médecins avaient sonné l'alarme parce que de plus en plus de gens étaient touchés par ce syndrome des suites de l'apparition de la pandémie. Oui, parce que le syndrome du cœur brisé, pour le préciser à nos auditeurs, c'est une maladie qui porte le nom en principe d'une amphore japonaise et qui vous fait éclater le cœur, si j'ai bien saisi. Exactement. Éclater, c'est pas tout à fait ça. Vraiment, je ne le souhaite à personne. En fait, effectivement, ce sont les Japonais qui ont découvert le syndrome des cœurs brisés dans les années 90, qui portait aussi le nom du syndrome de Takotsubo. Le Takotsubo, c'était une amphore qui était une sorte de piège à poulpe au Japon. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que lorsque le cœur se déforme, en réalité, il ne se brise pas et il n'éclate pas. C'est une image. Il se déforme. Il prend la forme de cette amphore parce que cela aurait voulu dire que donc le cœur a été la victime d'une décharge d'émotions trop brutales qui peut se produire des suites d'une émotion très grandement négative comme la perte d'un être cher ou très positive comme un gain au loto et qui paralyse et qui sidère le cœur. Et ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est que le cœur n'est plus en capacité de se contracter. Il ne peut plus envoyer de sang au reste de l'organisme ce qui permet son bon fonctionnement. Et donc, cette mauvaise entreprise peut s'avérer fatale. Mais rassurez-vous, 90% des cœurs brisés s'en remettent. Bon, mais on a l'impression presque d'entendre une spécialiste du cœur. Alors, pour écrire ce roman, vous avez fait des recherches sur le cœur. Êtes-vous cardiologue ou primo-romancière ? Je me demande ce qui est le plus joli. Peut-être que cardiologue, c'est plus simple au final. Maintenant que j'expérimente le rôle de primo-romancière, mais non, je suis primo-romancière. Bon, alors, disons écrivaine du cœur. Et justement, dites-nous, est-ce que c'est un cœur brisé qui vous a vous-même mené à écrire ce roman, ou alors était-ce un désir de connaître la fin de vos relations passées ? Je dis bien passées parce que je ne veux pas vous souhaiter du malheur si le présent était concerné. Mais je savais pas que Fréquence protestante avait un petit côté voici. Non, c'est pas du tout ma vie personnelle qui m'a poussée à écrire ça. Au contraire, et d'ailleurs, c'est une expérience assez phénoménale quand on est primo-romancier de publier son roman, parce qu'alors on a des retours sur son texte d'inconnus et non plus de sa grand-mère. Et c'est assez étrange parce que j'ai l'impression d'ouvrir la porte de ma chambre à des inconnus. Donc non, je n'aurais jamais osé raconter ma vie privée, au grand jamais. Cette idée m'est venue parce que j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on peut à peu près tout quantifier en termes de temps. Aujourd'hui, on calcule la durée d'un trajet, la durée d'une journée de travail, d'un déjeuner. On est à peu près à même de calculer la durée de notre propre espérance de vie, si j'en crois les avancées d'une application chinoise. Mais ce qu'on n'est pas capable de calculer encore aujourd'hui, et j'espère pour longtemps, c'est bien la durée des histoires d'amour. Et cette idée m'amusait. J'avais envie d'écrire une sorte de roman d'action de l'amour autour de deux personnages éperdument amoureux l'un de l'autre, mis devant le fait accompli de leur rupture annoncée, mais tout en restant légère, voire même
prime sautière et m'amuser autour des dérives que pouvait engendrer une telle machine dans notre société. Donc, par exemple, est-ce que des banquiers réagenceraient leur crédit immobilier en fonction de la solvabilité amoureuse de leurs clients ou quel serait l'animal de compagnie le plus approprié si tant est que l'on soit dans une relation à courte ou à longue durée. J'avais envie de m'amuser avec ça et de rester très très loin du climat anxiogène de tout le discours technophobe et un peu technocritique qui règne autour des technologies aujourd'hui, mais sans faire l'économie de la souffrance que peut engendrer une rupture amoureuse. Et justement, c'est quoi TimeWise? Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce qu'est justement cette application qui permet de déterminer la fin d'une relation amoureuse, la date de la fin d'une liaison amoureuse? TimeWise, c'est une machine qui connaît la date de fin des histoires d'amour et qui, en l'occurrence, annonce aux deux personnages principaux du livre qu'il ne leur reste plus que 2 mois à vivre ensemble, à pouvoir être ensemble. Et donc, c'est un véritable compte à rebours du sentiment amoureux qui s'enclenche parce que cette machine ne se trompe jamais. Et donc, j'avais envie d'arc-bouter mon récit autour de cette question. Quelle est la meilleure façon de vivre les derniers jours de son histoire d'amour? J'avais le sentiment et j'ai toujours le sentiment qu'on est tous profondément inégaux devant la fin d'un amour. Et je trouvais ça narrativement intéressant. Je pense que je me sentirais moi-même empêchée dans une relation si j'en connaissais la fin. Mais peut-être que vous, par exemple, Alban, vous n'en seriez que plus galvanisé. Vous voyez, et je trouvais que que cette machine pouvait être un fort exhausteur de personnalité. Et ça me plaisait de pouvoir écrire autour de ça dans le roman. On aura l'occasion tout à l'heure justement de parler de ce couple et de cette réaction face à l'annonce, en fin de compte, de la fin à venir de leur relation. Mais avant ça, c'est votre premier roman. Est-ce que vous avez déjà vos premiers tics d'écrivain? Comment est-ce que vous avez écrit ce roman en pratique? Eh bien, c'est assez drôle parce que depuis la publication de ce livre, des personnes proches et moins proches de moi qui sont au fait de la sortie du livre parce qu'elles me suivent sur les réseaux et ailleurs, me demandent comment j'ai fait. Et en fait, au risque d'être vraiment très ennuyante, j'ai simplement ouvert mon ordinateur et j'ai ouvert un fichier Word. Et il y a une légende urbaine qui voudrait qu'on soit touché par le miracle de l'inspiration, passer 2 heures du matin en allumant des bougies, mais c'est faux. On peut se lever à 8 heures du matin et écrire, et vraiment, il n'est question que de ça. Ouais, vos sources d'inspiration, parce que le scénario, c'est proche d'un scénario à la Black Mirror, en fait. Mais est-ce que vous aviez des sources d'inspiration littéraires également pour une telle machine, un TimeWise qui vous décrit la fin de votre relation? Alors c'est rigolo que vous parliez de ça parce que j'ai précisément souhaité me servir de Black Mirror enfin d'ailleurs Black Mirror n'est pas du tout intervenu dans les prémices de l'écriture, mais aujourd'hui ce serait même une anti-inspiration. J'ai pas du tout une vision utilitariste de l'écriture, je n'adhère pas du tout au discours messianique autour de la technologie aujourd'hui, et je trouve que cette série particulièrement, et je me permets d'en parler alors que j'en ai regardé qu'un épisode et c'était le premier, je crois, eh bien quand on la regarde, on en sort très très mal à l'aise, et puis parfois oui, lesté de la légèreté, lesté d'espérance. On a l'impression qu'on fonce droit dans un mur dans ce monde qui se précipite dans la technologie, dans l'hégémonie de l'intelligence artificielle, tout ça. Et moi, ça ne me plaît pas du tout. Et je pense que la technologie peut avoir des découlées extrêmement positives dans nos vies. Et donc, c'était vraiment une contre-inspiration. En revanche, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce dialogue aujourd'hui, ce serait plutôt les questions suivantes, c'est-à-dire est-ce qu'on prendra encore le temps d'apprendre à se connaître dans un futur proche, à l'ère du tout rapide, à l'ère du tout facile, dans cette commodité, cette dictature de la commodité, du rendement, et surtout quelle sera la place de la spontanéité dans nos vies. Et c'était plutôt la spontanéité qui a été l'inspiration de ce roman. Et il y a une question que j'aimerais bien vous poser dans une dizaine de romans, quand vous serez non plus primo-romancière mais écrivaine aguerrie, voir si éventuellement la réponse a changé. C'est quoi pour vous écrire? Alors, c'est une très bonne question. J'ai écouté les émissions précédentes. Et il y a cette question qui est récurrente dans vos interviews, c'est pourquoi la littérature est-elle importante si je ne m'abuse? C'est exact.
Et donc, mais malheureusement, avec vous, j'ai changé la formulation. C'est qu'est-ce que pour vous écrire? Mais c'est à peu près la même question. non, mais vous en faites pas parce que grâce à cette question que vous aviez posée à de multiples reprises, ça m'a permis d'avoir une réponse pour cette nouvelle question que vous venez de me poser. Et je vous dirais que écrire, c'est pouvoir habiter un espace qui ne nous appartient qu'à nous, où nous sommes le seul touriste, si je puis dire, et surtout, il me semble que c'est le seul endroit où l'on ne peut pas se compromettre, que c'est le seul endroit où l'on ne peut pas se trahir, que contrairement à d'autres espaces artistiques, par exemple le cinéma, pour citer le premier qui me vient à l'esprit, où il faut se diriger dans une direction artistique collective. En littérature, il n'y a pas de directeur des alinéas, il n'y a pas de chef des adjectifs. Écrire, c'est pouvoir être soi complètement sans vouloir faire plaisir à l'autre. Et c'est un endroit où on ne peut faire du mal qu'à soi. C'est donc un endroit où on est parfaitement soi-même et c'est de plus en plus rare, il me semble. Et je crois que c'est une des choses qui plaît peut-être à l'auteur. En tout cas, c'est une des choses qui m'appelle à l'écriture. Et justement, cet appel, il est récent ou vous aviez toujours eu cette envie un jour d'écrire un roman ou alors un beau matin de Covid, comme c'est par exemple arrivé à beaucoup de gens, où vous avez ouvert votre document Word? Alors, je crois que lorsqu'on écrit ou qu'on a écrit dans sa vie, il est fort plausible qu'on ait eu des velléités littéraires et d'écriture très tôt dans sa vie. Moi, j'ai écrit très très tôt dans la mienne, mais l'écriture a pris différentes formes. Au début, elle s'est traduite en de nombreux journaux intimes, totalement inintéressants et autocentrés. Et puis ensuite, dans la prise en charge de l'aide de motivation de moi et mes amis pour nos premiers stages. Et ensuite, en de nouveaux textes autocentrés et parfaitement, je crois, ennuyeux. Mais ce qui arrive dans la vie d'un auteur parfois, en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est que on est frappé par une idée et c'est une chance d'être publié, mais c'est une chance égale que d'avoir une idée et d'avoir envie de la suivre pendant 10, 30, 50, 100, 150, voire 200 pages et de pouvoir arriver au bout de quelque chose. Écrire, c'est une chose, mais être animé par une idée qui nous donne matière à écrire, c'en est une autre. Et donc, c'est suite à cette idée que je suis devenue auteur. Avant, j'aimais juste écrire. Le témoignage donc d'une auteure vivante. Désolé pour cette lapalissade, mais il faut savoir qu'on a ici un spécialiste des auteurs morts, Thomas Peyroux, qui nous emmène aujourd'hui à la recherche d'un nouveau poète classique, Ronsard. Chers amis, nous sommes à la moitié du XVIe siècle. La France humaniste s'emballe. Au collège Coqueret, où Dora enseigne le grec, se forme une brigade autour du maître, dont Ronsard prend la tête. La Pléiade se forme dans l'émulation des cours de grec ancien. On connaît Horace, on redécouvre Pindare, prince des poètes, inventeur du lyrisme, c'est-à-dire de la poésie que l'on accompagne à la lyre, et on l'imite. Pas question de traduire, façon Marot ou Pelletier du Mampère. Contre ces billets, Du Bellay fustige la traduction dans la défense et illustration de la langue française. Il faut imiter les anciens, et non pas les traduire. Qu'à cela ne tienne, Ronsard inventera l'ode pindarique en français, et donnera 4 livres d'odes plus 1, dont l'inspiration thébaine, rapport à Pindare, poète thébain, est manifeste. Prenez par exemple les 16 premiers vers de l'Ode à Salyre, la 20e dans l'édition de l'Aumônier, du livre 1 bien sûr. Ne reconnaissez-vous pas le début de la première pitique de Pindare ? Lyre dorée, où Phébus seulement et les 9 sœurs ont part également, le seul confort qui mes tristesses tue, que la danse oie et toutes ses vertus de t'obéir et mesurer ses pas, sous tes fredons mignardés par compas, lors qu'en bruyant tu merques la cadence d'un avantageux le guide de la danse, le feu armé de Jupiter s'éteint. Sous ta chanson, si ta chanson l'atteint, et au caquet de tes cordes bien jointes, son aigle dort sur sa foudre à 3 pointes, abaissant l'aile. Ah donc tu vas charmant, ses yeux aigus, et lui en les fermant, son dos hérisse, et ses plumes repoussent, flatté du son de ta parole douce. Oui, c'est Ronsard qui chante là dans la plus pure veine pindarique, Jupiter et son aigle. On retrouve ce poème dans le premier livre des Odes. C'est la 20e, l'Ode à Salyre, dans la classification qu'en fait l'Aumônier,
C'est une édition assez vieille du début du XXe siècle qui classe dans le livre 1 la plupart des odes pindariques de Ronsard, c'est-à-dire les odes qui sont directement imitées des Pitiques, des Néméennes, des Ismiques ou encore des Olympiques. Je vous remercie. C'était Thomas Pérou dans Anachronique pour Fréquence Protestante. Et si les histoires d'amour finissent mal, il est sans doute utile de fournir à Rita Mitsuko Timewise, votre application, car au moins elle aurait pu savoir quand est-ce que sa relation allait finir. Mais avant ça, n'est-ce pas un crime pour la technologie de se saisir de l'amour en réduisant presque son côté mystérieux, spontané? Que pensez-vous du rapport entre la technologie et l'amour? On commençait à l'esquisser tout à l'heure, mais rentrons dans le détail. Vous savez, la technologie n'a pas de cœur et c'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche. Et c'est d'ailleurs tout le débat qui est en train de se tenir de façon assez fiévreuse autour des avancées de l'intelligence artificielle. Où est-ce que se placera la morale? Où est-ce que se
où est-ce que se placera, où est-ce que se placeront les valeurs. C'est assez intéressant et assez effrayant. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie d'écrire autour de quelque chose de l'ordre du sacré et de le mêler à la technologie, parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, plus personne n'échappe à cette mainmise de l'ultra rapide, de l'ultra intelligent et de l'ultra facile. Et justement, votre roman est-il un roman générationnel? Parce que moi, je l'ai lu, puisque tout à l'heure, on prêtait des ambitions de journal type Boissy à cette émission. Je me permets d'avancer que je suis moi-même connaisseur de ce genre d'application. La question qui se pose, pour le coup, est-ce que c'est général, enfin pas de TimeWise, mais en tout cas des applications de rencontres, je m'en mêle, mais est-ce que votre roman est un roman générationnel au sens où le lecteur qui a 20-30 ans connaît déjà ce genre d'application, mais le lecteur qui a sans doute une soixantaine d'années, lui, pour le coup, n'est pas habitué à cette nouvelle forme de l'amour? Est-ce que votre roman est pour le coup beaucoup plus tolérable par des jeunes que par des vieux? Vous avez sans doute raison, mais j'espère que ce n'est pas le cas, parce qu'alors je me couperais de beaucoup de lecteurs. Je crois que vous parliez de tips d'écrivains ou de wannabe écrivains tout à l'heure. Je crois qu'un tips qui est récurrent, c'est celui d'écrire sur ce que l'on connaît. En l'occurrence, je suis pas sûre que ce soit un conseil que j'ai essayé d'appliquer, mais d'écrire autour de deux personnages principaux qui ont probablement entre la petite trentaine m'a permis en miroir de pouvoir égrener toute une galerie de personnages et de couples comme autant d'appartements témoins du couple, et de pouvoir de toucher des couples plus âgés ou des couples plus installés, et de pouvoir m'amuser narrativement autour de couples unis depuis moultes années et en contact avec cette machine qui leur apprend qu'il ne leur reste plus que X mois, X années à vivre ensemble, et de voir comment les générations antérieures réagissent. Et justement, même sans parler de TimeWise, mais je le rappelle, c'est cette application qui permet de connaître la date de la fin de sa relation, est-ce que l'amour, c'était mieux avant? Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre, en fait? Est-ce que l'amour, c'était mieux avant, à l'époque où il n'était presque que spontané, où il n'était presque que mystérieux? Eh bien, c'est vraiment intéressant comme question. Et en fait, je ne crois pas que l'amour était mieux avant. Je crois que l'amour était différent, avant. Je crois que ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que on se trouve un peu désarmé devant ce qui est en train de se passer, parce que, en fait, et ça, la sociologue Esther Perel en parle infiniment mieux que moi, mais pendant des siècles, tout était très clair. Les choses étaient bien définies, les gens étaient à leur place, les hommes, les femmes et les enfants. Et on évoluait dans un monde qui était vraiment plein de certitudes et de règles. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel univers relationnel où on bénéficie beaucoup plus de liberté, on jouit d'une expression individuelle beaucoup plus forte. Et on a un choix à ne plus savoir quoi en faire, sans règles, mais avec énormément d'incertitudes. Et surtout, ce qui se passe, je crois, c'est que pour la première fois dans l'histoire des relations aujourd'hui, lorsqu'on se cherche un partenaire, on en veut des choses qui sont parfois antinomiques. On espère d'un partenaire un ancrage, une stabilité, un équilibre,